Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. L'édition 2015 de la Journée internationale de la femme rurale s'est déroulée à Ferkessédougou, dans la région du Tchologo. Les festivités marquant cet événement ont eu lieu en présence de la ministre de la Solidarité et de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto. L'objectif étant de célébrer la femme rurale pour le rôle important qu'elle joue, car elle contribue à assurer la sécurité alimentaire et à atténuer la pauvreté des populations rurales en luttant contre la faim. RTI Boaké. Pour l'édition 2015, c'est la ville de Ferkessédougou, capitale de la région du Tchologo, qui a été choisie pour la célébration officielle de la Journée internationale de la femme rurale autour du thème « Autonomisation de la femme rurale et renforcement de la sécurité alimentaire ». Les objectifs de cette journée sont, entre autres, de souligner la contribution des femmes dans la production vivrière, la sécurité alimentaire, le développement et la stabilité des campagnes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a fait le déplacement de Ferkessédougou pour apporter l'appui du gouvernement. C'est ensemble qu'on doit marcher. J'ai dit au président de la République, Alassane Ouattara, que l'Ivoirien nouveau est en marche à Ferké. Parce que j'ai vu des hommes à côté des femmes. J'ai vu des hommes qui ont dit qu'ils ne veulent plus battre les femmes. J'ai vu des hommes qui ont dit nos filles vont aller à l'école. Donc j'ai dit au président Alassane Ouattara que Ferké, c'est une grande ville. L'Ivoirien nouveau qui souhaite tant est déjà en marche ici à Ferké. L'un des temps forts de cette cérémonie, le gigantesque défilé des 50 groupements, membres de l'association des femmes du département de Ferké. Occasion pour ces femmes de présenter les produits agricoles de la région du Tchologo, leur courage et leur abnégation au travail. Le tout suivi de la distinction de 19 personnes. Elles se sont illustrées dans la promotion et la protection des femmes et des enfants. La ministre Anne Ouloto a fait don de matériels agricoles, de 100 kits d'alphabétisation, de congélateurs et d'un ordinateur complet d'une valeur globale de 15 millions de francs CFA. Cette journée de la femme rurale à Ferkessédougou a pris fin par la visite du site de production de maraîchers, du magasin de gros des maraîchers et de l'unité de transformation du beurre de karité. C'est la région du Kabadougou qui a abrité la 13e édition de la caravane des droits de l'homme. Du 7 au 12 décembre dernier, cette caravane a sensibilisé les populations et c'est à Odiéné qu'a eu lieu la cérémonie officielle en présence des autorités de la région. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation des principes inhérents à la politique des droits de l'homme par le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Ami Sissoko depuis Odiéné. Vous voulez l'exciser, c'est banni. Les filles ont beaucoup de droits désormais. On ne fait plus n'importe quoi à la femme. Même ta femme qui est là. Sketch, projection de films, formation, sensibilisation de porte-à-porte pour vulgariser les droits de l'homme. Après l'étape d'Abrassou, c'est la ville d'Odiéné, dans le Kabadougou, qui accueille la 13e édition de la caravane des droits de l'homme. Tous les droits pour tous. C'est ce concept qui guide les actions du ministère de la Justice. Tout homme avec grand H. Et dans tout homme avec grand H, nous avons l'homme lui-même. Nous avons la femme. Nous avons l'enfant. Nous avons la fille. Toutes ces personnes méritent un respect inconditionnel. Et ce, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quel que soit leur état de santé physique ou mental, même le fou a des droits. Pour nous, acteurs de protection, quand il y a ce genre d'événements dans la ville, ça contribue à renforcer notre travail sur le terrain. Pour le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, seul le respect des droits de l'homme permettra l'amélioration des conditions de vie des populations du Kabadougou. Cette cérémonie officielle a pris fin avec la visite de la section du tribunal d'Odiéné. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, en plus de Kabadougou, les régions de Guémon, de Gbeke, de Gontougo, entre autres, ont bénéficié également des enseignements de la caravane des droits de l'homme. Des actions pour qu'aucun droit, même les plus élémentaires, ne soit bafoué.
Ici, à Abidjan, la société ivoirienne d'otorhinolaryngologie a rencontré la presse samedi 12 décembre à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au centre de cette rencontre, le bilan de la 10e édition des Journées nationales de l'audition. Un bilan jugé satisfaisant au dire des médecins spécialistes en otorhinolaryngologie de la France, du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Par Kassoro Kone. Pour cette 10e édition des Journées nationales de l'audition, plus de 2000 élèves du primaire et du secondaire ont été dépistés gratuitement. 5 enfants ont reçu un implant cochléaire, une technique chirurgicale qui vise à permettre aux personnes atteintes d'une surdité profonde ou sévèrement malentendante d'entendre et de parler. Face à la presse, responsable de la société ivoirienne d'Orelel, initiateur de cette 10e édition des Journées nationales de l'audition, médecins spécialistes de l'oreille de France, du Maroc et de Côte d'Ivoire se disent satisfaits. Nous avons voulu faire un pas de plus dans la prise en charge des troubles de l'audition. C'est aujourd'hui chose faite. Les premiers implants cochléaires ont été effectués en Côte d'Ivoire sur le sol ivoirien et nous en sommes très fiers. Celles que j'ai opérées hier, elles sont sorties aujourd'hui. Pas eu de complications après l'opération. 10 millions de francs CFA, c'est le coût de l'implant cochléaire, une somme qui n'est pas à la portée de tous. Par ailleurs, un autre dispositif médical pour la prise en charge des malentendants moins coûteux existe, l'appareillage. L'appareillage auditif, en fait, ce sont des amplificateurs électroniques qu'on place aux personnes malentendantes pour compenser donc la déficience auditive. La société ivoirienne d'Orelel exhorte les populations à consulter les spécialistes de la chirurgie cervico-faciale pour se faire dépister. Elle souhaite également l'implication des décideurs ivoiriens dans la prise en charge des surdités en vue de réduire le coût de l'implant cochléaire en Côte d'Ivoire. Le renforcement de la productivité de la filière coton au centre des préoccupations du ministère de l'Agriculture. Le projet zoning pour le découpage du bassin cotonnier ivoirien en zone verra bientôt le jour. Les résultats des études de faisabilité étaient au centre des échanges à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Les efforts de relance entrepris par l'État de Côte d'Ivoire, ses partenaires techniques et financiers et les acteurs de la filière coton ont permis d'atteindre 450 150 tonnes de production de coton en 2014-2015. Cependant, au niveau de l'encadrement des producteurs, l'intervention de plusieurs acteurs dans les mêmes aires géographiques menace la durabilité de la relance. Aussi, le ministère de l'Agriculture a-t-il mis sur pied le comité zoning qui, grâce à des études menées par le BNET, veut avoir un seul interlocuteur pour les producteurs dans un même espace géographique. L'étude menée est restituée à Yamoussoukro à l'ensemble des acteurs de la filière coton. Le présent atelier constitue une étape importante dans la mission du comité zoning. En effet, l'issue de l'étude réalisée par le BNET, il faudra maintenant en tirer l'essentiel. Il s'agit d'avoir des éléments objectifs d'appréciation afin de lui permettre de faire des propositions aux autorités mandatées. Les producteurs, même avec quelques appréhensions, attendent beaucoup de cette rencontre. Si l'atelier nous a rassurés et que vraiment on sera pris en charge, l'État aura l'œil sur nous, nous n'attendrons plus des arriérés. Nos cotons sera payé tel qu'il le faut, il n'y a pas de souci. Valider l'étude du comité zoning sera présentée en Conseil des ministres pour son application sur le terrain. À Bouna, capitale du Bonkani, la question de l'eau se pose fortement, que ce soit au centre-ville comme dans les quartiers périphériques. Un véritable problème dont notre reporter Franck Quadio s'est fait l'écho. Des maçons sur un chantier. Une scène ordinaire. À y regarder de près, on peut voir de gros bidons en tas. Nous sommes à Koronchara, un quartier de la localité de Bouna, à l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire. Ici, le manque d'eau se pose avec acuité. Le propriétaire du chantier, ce jeune entrepreneur, dit en souffrir. Notre quartier Boronchara, on souffre plus pour de l'eau. Par jour, il dépasse 15 000 dans l'eau pour un chantier comme ça. Mais ensemble, au barrage, on paie l'eau. On voit le moteur assis sans puiser l'eau au barrage pour qu'on puisse faire nos chantiers avec. L'eau
une nécessité. Ces femmes, depuis la veille, montent la garde autour de l'unique pompe du quartier. Affaire de l'eau là, on ne peut pas parler. Ici à Goronkera seulement, il n'y a pas l'eau. À 4 h, il y a d'eau. Si tu viens à 4 h là, c'est jusqu'à 17 h, du 9 h à puiser ton eau. Il y a d'eau qui vient à 20 h pour dormir ici, à cause de l'eau. On se frappe, on s'insulte, on fait par là même. Tu vas à la maison, si tu viens, le soleil te tape. Peu de points d'eau. Certaines à pied rallient d'autres quartiers où quelques puits permettent d'avoir quelques litres du précieux sésame. Le chef du quartier Kboronchara est amer. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. La question du manque d'eau est une réalité partagée à Bouna, gérant d'hôtels, de restaurants, tous concernés. À la SODECI, le responsable dit avoir trouvé un début de solution. Un délestage sélectif. Nous avons d'abord 5 forages. Les débits ont chuté et ça nous cause d'énormes problèmes pour pouvoir servir tous les quartiers. Bon, en attendant 2 ou 3 forages, pour l'heure nous avons trouvé la solution de faire la sécurisation, poser les vannes pour pouvoir faire le délestage. Nous le suivons donc dans une concession. Dans ce quartier, l'eau sera disponible durant une période, puis ce sera à un autre secteur d'en bénéficier. Aujourd'hui, et ce jour, c'est notre tour. C'est à cause de ça qu'on a eu de l'eau. Sinon, vraiment, c'est nous ici, on souffre. Tout ce que vous voyez d'habitude, c'est aussi dans la pluie qu'on se débrouille. De l'eau par dose homéopathique, pas sûr que cela contente les populations. Pour le premier responsable de la région, le calvaire des populations devrait bientôt prendre fin. La ville de Bouna est dépassée par les capacités de la SODECI à desservir toute la ville. Donc l'État de Côte d'Ivoire a trouvé un projet pour tirer l'eau de la Volta Noire, c'est à une trentaine de kilomètres d'ici à la frontière avec le Ghana. Donc cette eau-là sera amenée et traitée sur Bouna pour permettre de pallier à ce manque-là. Et ça ne saurait tarder. En attendant, la veille pour l'eau continue. Plus pour longtemps. C'est en tout cas l'espoir nourri ici. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et le Conseil Café Cacao en collaboration avec Côte d'Ivoire Tourisme ont présenté les atouts et circuits touristiques de la Côte d'Ivoire aux différents ambassadeurs qui y sont accrédités. Objectif, valoriser le tourisme ivoirien et apporter une contribution dans les caisses de l'État. On en parle avec Patricia Oumouitia. En 2014, l'industrie touristique en Côte d'Ivoire a réalisé 58 milliards de francs CFA de recettes. Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts du ministère du Tourisme pour maintenir le cap et faire de la Côte d'Ivoire un itinéraire privilégié. L'agence Côte d'Ivoire Tourisme multiplie les initiatives en direction des ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques. Il est important qu'aujourd'hui qu'ils comprennent que l'indice sécuritaire de la Côte d'Ivoire est à un niveau exceptionnel. L'émergence, c'est aussi des partenariats que nous créons entre acteurs économiques d'un pays et acteurs économiques de la Côte d'Ivoire. Il y a le potentiel. Nous avons évoqué tous les projets d'investissement. Nous avons parlé du potentiel diversifié de la Côte d'Ivoire pour soit avoir des touristes étrangers et également avoir des investisseurs dans le domaine des aménagements touristiques. Les potentialités culturelles et les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire ont été présentés dans un film documentaire, une projection suivie par des diplomates avec beaucoup d'intérêt. J'ai été émerveillé par l'exposé très riche, mais surtout par les atouts, les potentialités du tourisme en Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire a tout ce qu'il faut pour développer le tourisme, toutes les formes de tourisme. C'est un pays plein de merveilles. C'est pas seulement côté tourisme, balnéaire, tout ça, mais il y a les circuits que le DG du tourisme nous a parlé. Par exemple, le circuit cacao, c'est un circuit très intéressant. De 2011 à 2012, la Côte d'Ivoire a enregistré 278 000 touristes. En 2014, ce chiffre est passé à 478 000. Le ministre du Tourisme ambitionne d'atteindre 1 million de touristes d'ici 2020. Le reportage de Yasmine Kanga a été commenté pour vous par Patricia Oumouitia. Le référendum sur la Constitution de dimanche 13 décembre en Centrafrique a été marqué
par des violences à Bangui où des combats ont éclaté dans le quartier majoritairement musulman du PK5. Des hommes armés ont refusé que l'Agence nationale des élections installe les urnes, menaçant de tirer sur les véhicules. Quelques heures plus tard, c'est sur la foule venue réclamer le droit de voter que ces individus ont tiré, faisant plusieurs blessés. Des tensions en province également, où un groupe armé a perturbé les votes. L'extrême droite en France a échoué dimanche 13 décembre à remporter la moindre région au second tour des élections régionales après avoir engrangé des résultats records au premier tour. Selon les derniers résultats, la droite remporte 7 régions tandis que la gauche sort victorieuse dans 5 régions sur 13 au total. L'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy a dit prendre en compte les avertissements lancés au premier tour des élections régionales dominées par le FN dans 6 régions. Près de 100 personnes auraient perdu la vie à Bujumbura entre vendredi et samedi 12 décembre après les attaques de plusieurs camps de l'armée par des rebelles dans la capitale. Le bilan officiel communiqué par l'armée est de 87 morts en tout, mais de nombreux témoignages laissent penser qu'il soit bien plus lourd. En Afrique, comme dans le reste du monde, les diplomaties ont exprimé leur inquiétude grandissante. L'armée nigériane a arrêté Ibrahim Zakzaki, le leader du mouvement islamique du Nigeria, une organisation musulmane chiite, hier dimanche 14 décembre à Zaria, dans l'état de Kaduna. Lors du raid, 2 autres responsables du groupe religieux ont été tués. Les militaires accusent Ibrahim Zakzaki d'avoir tenté d'assassiner le chef des forces armées Tukur Baratai. Samedi 12 décembre, l'escorte de ce dernier avait riposté à une présumée attaque de membres de l'organisation chiite. Au moins 7 personnes avaient trouvé la mort. Et puis, pour terminer, nouveau coup de théâtre en Afrique du Sud où le président Jacob Zuma a annoncé la nomination de Pravin Gordhan au poste de ministre des Finances 4 jours seulement après un premier remaniement qui a déclenché la colère de l'opinion publique. La présidence sud-africaine était sous le feu des critiques depuis l'annonce mercredi 9 décembre dernier au soir du limogeage du ministre des Finances Lanla Nene, pourtant jugé compétent mais souvent critique envers le président Zuma. Cette décision jugée irrationnelle avait provoqué une vague de critiques et la colère de l'opinion publique. Merci de suivre votre chaîne préférée, RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble.